La réponse d'Elon, c'était 4 mois. Ok, ça nous amène fin octobre. C'est pas grave parce que début du trimestre, de toute façon, on fait des voitures pour la Chine et l'Europe qui partent sur un bateau et qui sont livrées que fin du trimestre. Donc ce qu'on va faire, c'est pendant 1 mois, on va produire des voitures sans aucune carte dedans. Et puis avant de les livrer chez le client, on enverra les cartes par avion fin du trimestre, on les installera dans nos centres et on livrera au dernier moment les voitures avec la bonne carte. Et donc là, il y avait le VP of Engineering, Doc, qui disait mais non, ça n'a pas de sens, il faut absolument pas faire ça. Le VP of Manufacturing qui disait mais non, on peut pas faire ça, il y a des raisons pour lesquelles on fait les choses en usine et pas sur le terrain, ça n'a pas marché ça. Le VP of Sales qui disait ça va être un désastre auprès des clients, donc il y avait tous les exécutifs qui disaient ça, il faut absolument pas faire ça. Et il a tenu le cap et il a dit non, c'est ça qu'on va faire. À la fin, je ne sais pas si c'était la meilleure décision, mais toujours est-il qu'on l'a fait, que ça a marché, qu'on a livré les voitures. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Alex Haag, ingénieur de l'école Polytechnique et du MIT. Il passe 14 ans en robotique avant de rejoindre Tesla, dont il deviendra programme manager de l'équipe autopilote. Il a ensuite rejoint Argo AI, filiale voiture autonome de Ford et Volkswagen, dont il sera CTO puis vice-président responsable du programme. Depuis septembre, il a lancé FutureRail pour appliquer la technologie voiture autonome au train. Bonjour Alex. Bonjour Marc. Alors Alex, est-ce que tu peux nous parler de voiture autonome et nous dire un peu où on en est, la réalité, la fiction ? Ouais, bonne question. Ouais. Donc, je pense que la voiture autonome est vraiment passée à travers le hype cycle, comme on dit, et qu'on a mis beaucoup d'espoir et on a imaginé que ça allait faire beaucoup de changements et que ça allait venir très vite. Et maintenant, on est plutôt dans le creux de la vague, peut-être un retour de balancier un peu trop fort dans l'autre sens. Donc, toujours est-il qu'il reste quelques entreprises qui travaillent là-dessus et qui avancent. Celle la plus en tête, c'est Waymo, la filiale de Google, qui a plusieurs centaines de voitures qui tournent à Phoenix et maintenant aussi à San Francisco, avec aucun conducteur dans la voiture et des passagers qui payent pour prendre le robotaxi. Donc, c'est une réalité qui existe aujourd'hui, mais qui est encore limitée à quelques centaines de véhicules. Et donc, je pense que ça va prendre encore du temps avant que ça se déploie à grande échelle dans beaucoup de villes, et notamment en Europe. Et c'est quoi le frein pour qu'on en ait des centaines de millions ? Oui, bonne question aussi. Il y en a plusieurs. Je pense que d'un point de vue technologie, ça reste encore difficile. En fait, c'est une chose de faire une voiture qui roule toute seule dans un environnement bien structuré, où c'est clair quelles sont les règles, comment on fonctionne. C'est beaucoup plus dur quand il y a de la subtilité, qu'il faut enfreindre un petit peu les règles ou contourner un petit peu les règles. Un exemple type, c'est vous êtes derrière un camion poubelle, il y a une ligne continue. Est-ce que ce camion poubelle il est bloqué dans le trafic et il faut absolument pas le dépasser, ou est-ce que non, il est en train de charger les poubelles et oui, tout le monde va faire le tour, même s'il y a une ligne blanche, va y aller tranquillement, etc. Et donc ça, c'est pas trivial pour un ordinateur pour l'expliquer. Et donc il y a des difficultés niveau technologique, c'est-à-dire que on arrive à faire quelque chose qui reste sûr, mais qui du coup est trop conservatif et donc est pas vraiment utilisable, ou qui aurait l'air un peu stupide si c'était un humain. Et l'autre côté, c'est encore le coût du matériel. Pour faire tourner ces algos, il faut quand même encore des capteurs très chers et des calculateurs notamment aussi très chers. Donc, j'ai pas les prix exacts pour Waymo, mais à mon avis, c'est encore pas loin de 100 000 euros par voiture. Donc, quand c'est pour remplacer des chauffeurs type Uber qui sont malheureusement pas très bien payés, le retour sur investissement reste quand même difficile à justifier. Donc, je pense que c'est les deux gros freins, les algorithmes et le coût du matériel. Alors, le coût du matériel va continuer à baisser, comme toujours dans l'électronique, avec l'effet volume et l'effet loi de Moore. Mais ça va prendre encore, je pense, au moins 1 ou 2 générations de matériel, donc 4 à 8 ans à mon avis, avant que ça puisse vraiment se déployer à grande échelle. D'accord. Et sur l'aspect, on va dire, data, est-ce que on est aussi sur une limitation ? Est-ce que les datasets de Palo Alto sont biaisés et pas réplicables dans d'autres endroits ? Est-ce qu'il y a ce phénomène ? Ouais, complètement. En fait, l'environnement est assez différent d'une ville à l'autre, et encore plus d'un pays à l'autre. Alors, il y a d'abord le code de la route qui varie d'un pays à l'autre, ou voire d'un État à l'autre aux États-Unis. Bon, ça, à la limite, c'est pas le plus difficile quand il y a des règles et qu'elles sont codées, c'est assez facile à recoder. Mais après, donc, il y a l'environnement statique. Les rues sont pas faites de la même façon à Palo Alto ou à Paris, ou même à Munich ou à Paris, ou à Londres et à Berlin.
Donc là, il faut adapter le système. Et après, le plus difficile, en fait, c'est les comportements des gens qui sont extrêmement variés aussi. Typiquement, voilà, conduire à Phoenix ou conduire à Paris ou Rome, c'est vraiment pas du tout pareil. Non. Et donc l'importance des données. Et après, en fait, c'est utile d'avoir justement des données de plusieurs villes différentes ou de plusieurs environnements différents, parce que, en fait, il y a peu de choses qu'on verra jamais à un endroit donné. Mais par contre, on les verra avec des probabilités très différentes à un endroit ou à un autre. Et donc la diversité, en fait, ça permet de voir des choses rares. Par un exemple type, c'est un tracteur. À Palo Alto, c'est extrêmement rare d'avoir un tracteur dans la rue, mais c'est pas impossible. Et un jour, ça arrivera et il faut très bien savoir le reconnaître et le gérer. Alors que si on va dans d'autres villes plus rurales, on aura peut-être plus souvent un tracteur et du coup, on l'aura dans nos datasets et on saura comment gérer un tracteur. Comment ça s'organise un software de conduite autonome ? Quels sont, on va dire, les sous-softwares, les briques qui interagissent entre elles ? Oui, alors dans une architecture voiture autonome, il y a 3 modules principaux. Il y a la perception, donc voir où sont les choses. Il y a ensuite la prédiction. Une fois que j'ai identifié tous ces objets, c'est prédire ce qu'ils vont faire dans le futur. Là, à la limite, il y a 2 niveaux aussi. Il y a leur intention, donc si c'est le piéton, est-ce qu'il veut traverser ou pas ? Si c'est la voiture, est-ce qu'elle veut changer de voie ou pas ? Et après, la prédiction plus au sens la trajectoire précise que va suivre cet acteur. Et une fois donc on a l'état du monde actuel, la prévision du monde dans le futur, la 3e partie, c'est trouver un chemin dans cet environnement. Donc c'est la génération de trajectoire. Donc ça, c'est le 3e gros élément. Après, il y en a quelques autres un peu plus petits. Une fois qu'on a la génération de trajectoire, il faut encore un contrôleur pour fermer la boucle, pour s'assurer que les actionneurs suivent bien la trajectoire qu'on a commandée. Et en amont aussi, il y a toute la partie localisation, de savoir exactement où on est sur la carte pour pouvoir du coup utiliser tous les éléments de la carte, savoir combien il y a de lignes, savoir où sont les feux rouges, savoir quelle voie dépend de quel feu rouge, et toutes sortes d'informations qu'on peut coder sur la carte qui facilitent beaucoup le travail. Parmi toutes les boîtes qui font ça aujourd'hui, qui fait la course en tête et qui sont les grands acteurs, quelle est à peu près la taille des équipes, si tu les connais ? Alors en tête, je pense qu'il y a assez peu de doutes, c'est Waymo, la filiale de Google que je mentionnais avant. Eux, ils ont, je crois, pas loin de 3000 personnes, donc des grosses équipes qui brûlent plus d'1 milliard par an pour continuer à développer le projet. En 2e, il y a Cruise, la filiale de General Motors. Et après, la 3e place, je sais pas trop, il y a Aurora qui est encore en course, qui se focalise plus sur les camions pour l'instant. Et puis après, il y a des boîtes en Chine, Baidu qui continue à faire des choses, et quelques autres boîtes chinoises là qui avancent pas mal aussi, qui ont aussi des voitures qui tournent avec personne dedans. Voilà. Et donc, oui, Cruise, c'est aussi de l'ordre de 2500 personnes, je crois. Les boîtes chinoises, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui, c'est des grosses équipes. Ouais. Sûrement parmi les choses les plus grosses. Alors après, on a des développements en interne comme Meta, avec son Metaverse qui avait mis 10 000 personnes, mais bon, qui a aussi fait marche arrière. Donc au niveau R&D, start-up, je pense que c'est parmi les plus grosses start-up du monde. Surtout à cet état où le revenu est encore extrêmement faible. Oui. Donc c'est encore essentiellement des dépenses de R&D. Oui. Alors justement, sur ceux qui ont jeté l'éponge, est-ce que tu en connais et quelles sont les raisons ? Ouais, malheureusement, Argo, après que j'ai quitté, j'ai fini en juin, et en octobre, Ford et Volkswagen ont décidé de débrancher. Donc j'étais déjà parti, donc j'ai pas forcément tous les éléments, mais en gros, les industriels se sont dit que ça allait prendre encore beaucoup de temps et qu'ils étaient pas sûrs de vouloir investir autant d'argent pendant aussi longtemps, qu'ils ont besoin des fonds pour développer la voiture électrique aussi, qu'ils ont d'autres initiatives en interne sur des sujets similaires, et que en fait finalement ils croient moins au robotaxi, un petit peu pour les raisons que j'ai mentionnées avant, et ils croient plus à l'approche incrémentale, de dire on fait de l'aide à la conduite où il y a encore un conducteur dans la voiture, mais on l'aide à détecter les obstacles qu'il n'aurait pas vus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle niveau 2. Et en passant au niveau 3, là, qui commence à venir, où dans des contextes bien définis et très simplifiés, le conducteur peut enlever les mains du volant, peut faire autre chose. Donc actuellement, ce qui existe, c'est typiquement sur autoroute, à basse vitesse, donc dans les embouteillages. Donc là, Daimler a sorti un système l'année dernière, et il y en a quelques autres qui arrivent, où en général, typiquement jusqu'à 60 km/h sur autoroute, le conducteur peut prendre son téléphone et faire autre chose et relâcher le volant, et puis dans des bonnes conditions météo aussi. Voilà, et donc ça fait un point de départ, et après l'idée c'est d'augmenter progressivement la vitesse, les conditions météo, tous les genres de situations que la voiture sait gérer. D'accord. Pour un nouvel acteur, c'est quoi la barrière à l'entrée de la voiture autonome ? Pour un nouvel acteur,
Aujourd'hui, ça dépend ce qu'on vise. Je pense qu'un des travers de cette industrie, c'est d'avoir voulu viser tout de suite le marché le plus gros avec les robotaxis, mais qui est aussi le marché le plus difficile techniquement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un se lancer pour faire des robotaxis, les barrières sont énormes. Enfin, je dirais, il faut, 5 milliards au minimum, mettre 5 milliards sur la table pour rassembler l'équipe et tout démarrer. En fait, une des difficultés, c'est que c'est une industrie tellement nouvelle qu'elle n'est pas du tout mature. Donc, il y a tout l'outillage, tout ce qu'il y a besoin pour développer. En fait, ça existe très peu. Donc, il faut tout développer soi-même. On ne peut pas assembler 80% des briques et se concentrer sur un élément clé. Donc, pour des robotaxis, je pense que la barrière est énorme. Par contre, on commence à avoir des boîtes, et c'est un petit peu aussi mon idée avec Futurail, c'est de démarrer sur des problèmes beaucoup plus simples. Donc, je suis aussi conseiller d'une boîte qui s'appelle Fernride, qui eux commencent avec la conduite à distance pour des tracteurs de camions, mais sur les dépôts, juste pour bouger les remorques sur des sites privés à basse vitesse. Donc là, on est sur des sites privés, on est à basse vitesse, ça simplifie énormément le problème. Voilà, il y a d'autres startups qui visent des marchés effectivement beaucoup plus niches, mais ça j'y crois beaucoup plus. Et là par contre, les barrières sont beaucoup plus basses parce que là, maintenant les capteurs ont quand même bien évolué, les calculateurs ont bien évolué, donc ça s'achète. On trouve plus d'ingénieurs qui savent faire ça, les algorithmes ont bien évolué. Donc faire une rapide démo, ça c'est pas trop difficile. Et du coup, si après le scope de ce qu'on vise est plus limité, passer de la démo au produit, là c'est plus envisageable. Et à la limite, dans notre contexte, les data, c'est vrai que ça reste une partie importante. Tous ces projets en fait il faut avoir pas mal de véhicules à faire tourner pour collecter beaucoup de données, pour bien comprendre quels sont tous les cas d'usage, tous les cas limites, toutes les choses surprenantes qu'on peut voir, et avoir des données pour entraîner les algorithmes et pour les tester. Alors justement, en termes d'entraînement des algorithmes, de l'extérieur, on a un peu l'impression que c'est de l'intelligence artificielle pure, et quand on décortique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont codées par les humains. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelle partie fait appel à du machine learning ? Ouais, alors là aussi, il y a plusieurs écoles. Donc je dirais les deux extrêmes, c'est Waymo et Tesla. Donc Tesla, c'est clairement un extrême où eux, ils visent finalement, ils sont partis de ce qu'on appelle du end-to-end machine learning. Donc ils ont une énorme flotte de véhicules sur laquelle ils peuvent collecter des données. Donc en gros, j'enregistre mes images et je regarde ce qu'a fait le conducteur, et j'utilise ça pour, à partir de mon flux d'images, générer deux commandes, le volant et les pédales. Et donc là, avec très peu d'ingénierie directement au milieu. Et l'autre extrême, c'est de décomposer plus que, comme je l'ai expliqué avant, de faire la perception, la prédiction, etc. Ouais. Donc, et alors, si dans l'approche décomposée, le machine learning, où les réseaux de neurones gagnent quand même beaucoup de terrain. Alors, la règle générale, je dirais, c'est que quand on peut l'expliquer facilement avec des mots, quoi faire, ça se programme bien. Quand c'est un truc, finalement, on peut pas bien expliquer pourquoi on a fait comme ça, mais tout le monde sait faire. Par exemple, il y a plein de situations justement où on se pose même pas la question quand on conduit, mais si on demande au conducteur pourquoi vous avez fait ça là, il aurait peut-être du mal un peu à expliquer quoi. Donc toutes les situations comme ça, le machine learning, il y a pas photo, ça marche mieux. Donc typiquement tout ce qui est prédiction, là il y a pas vraiment d'autre solution que faire du machine learning. Dans tout ce qui est perception, ça marche. Là, il y a d'autres solutions, mais le machine learning, ça marche mieux, quoi. C'est commoditized, quoi. On en est au. C'est comme commoditized, je veux dire, l'algorithme de computer vision, c'est quelque chose qu'on se trouve sur l'étagère, quoi. Plus ou moins, ouais. Et donc clairement sur les images, là il n'y a pas photo que le machine learning est nettement meilleur que tout ce qu'on peut faire en classical computer vision. Sur le lidar, c'est encore un petit peu différent. Mais le machine learning aussi rattrape tout ce qu'il y a. Je dirais le seul avantage pour des solutions plus classiques, c'est surtout les preuves de sûreté, où en machine learning, on ne sait pas encore garantir que ça va marcher. En gros, on teste pas mal et on dit regardez, ça marche pas mal. Mais quand on veut faire une preuve de sûreté, pas mal, ça suffit pas, quoi. Il faut que ce soit vraiment du 99,9999. Ouais. Et là, du coup, des approches un peu plus classiques, on dit j'ai un nuage de points avec un lidar, je peux identifier en fonction de la réflectivité des matériaux ce que je vais détecter et pas détecter. Et après, je fais un filtre assez simple, il faut que je vois au moins 3 fois de suite ou au moins un certain nombre de points. Et du coup, on peut mieux expliquer ce qui va se passer et plus facilement garantir que tant que j'ai un objet qui a telle réflectivité, je suis garanti que je verrai toujours et que du coup, je ne foncerai pas dedans, quoi. Donc c'est le principal avantage.
Et après, sur la partie motion planning, là, il existe pas mal de techniques donc, qui ont été développées en robotique dans les années 80-90, peut-être encore un peu début des années 2000. Donc là, ça marche pas mal en classique, mais même là, on commence à avoir aussi de plus en plus de machine learning, notamment parce que parfois, pas forcément pour calculer la trajectoire exacte, mais plus pour savoir, pour décider, bon, est-ce que je dépasse, est-ce que je dépasse pas, pour choisir la manœuvre à effectuer. Là aussi, c'est un peu plus flou, et donc le machine learning peut aider. Et puis après, il y a aussi tout le côté test et validation, donc notamment en simulation. Et là aussi, en fait, le machine learning apporte de plus en plus pour générer les scénarios automatiquement, pour générer, notamment tout ce qui est générative AI, pour générer des scènes, en gros pour des scènes qu'on n'a jamais vues, qui pourraient arriver, en gros en combinant plein de choses que l'intelligence artificielle a vues et le combinant des choses qu'on n'a pas vues mais qui sont plausibles, et du coup tester le système avec ça. Et du côté machine learning end-to-end, on en est où? Ça fonctionne? Ça marche pas trop mal. Enfin, en soi, c'est hyper impressionnant ce que ça arrive à faire. Après, Tesla, on entend quand même encore pas mal d'histoires, de choses assez grosses où de temps en temps, ça marche pas ou ça détecte pas quelque chose. Donc, c'est un peu la question. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Enfin, c'est un peu la bataille de l'industrie entre ceux qui pensent end-to-end et les autres. Je dirais que il y a quand même de plus en plus de monde qui y croit. Il y a 17 ans, là, quand on était chez Tesla, il y avait juste Ashok qui y croyait, personne d'autre n'y croyait. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de monde qui se disent tiens, peut-être que ça peut quand même marcher, etc. C'est le sens de l'histoire un peu. Quand on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, ça va souvent dans ce sens, quoi. Ceux qui essayent de modéliser finissent par se faire couper l'herbe sous le pied par ceux qui essayent de juste mettre plus de calculs, plus de data. Ouais, je suis d'accord, ouais. Après, il y a quand même eu plusieurs hivers de l'intelligence artificielle, depuis quand on parle d'intelligence artificielle depuis les années 60 ou 70, où ça y est, là, ça va exploser, puis non, finalement, c'est pas aussi bon. Puis, mais effectivement, il y a des chances qu'un jour, ça y sera. Puis là, tout ce qu'on voit ces derniers mois, c'est quand même assez impressionnant, quoi, les GPT et autres. Oui, bien sûr, ouais. C'est quand même assez bluffant, ouais. Donc c'est crédible, et après, comme dit, reste encore la preuve de sûreté, quoi. Comment démontrer, quoi. Là aussi, peut-être, typiquement en sûreté, les gens n'aiment pas trop utiliser des probabilités, parce que historiquement, c'était pas possible de mesurer quelque chose en sûreté. On vise des choses où c'est une défaillance tous les centaines de millions d'heures. Donc jusqu'à récemment, c'était physiquement pas possible de vérifier comme ça. Maintenant, avec les outils de simulation, avec les quantités de données qu'on peut manipuler, on commence à s'en approcher. Notamment si on peut décomposer en deux sous-systèmes et de dire que chacun a un taux de défaillance inférieur au million d'heures, et quand on les combine, on a de fortes chances d'être à plusieurs centaines de millions d'heures entre des défaillances. Ouais. Oui, ça va être très dur à valider, et les problèmes dont on a parlé un peu plus tôt, humains, de savoir interpréter certaines situations, enfin, je dirais le fait d'accepter qu'un robot conduise avec toutes les conséquences que ça a, notamment sur le fait qu'il n'y a plus de responsable de la sécurité du véhicule dans le véhicule, par exemple. Ouais. C'est clair qu'à partir de ce moment-là, c'est le constructeur qui est responsable de la sécurité, ça c'est clair. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait flipper tous les constructeurs. C'est vrai que c'est une sacrée responsabilité que pas beaucoup sont prêts à prendre. Et pour le coup, même Tesla joue sur l'ambiguïté là-dessus. Côté marketing, en disant on a un full self-driving, mais quand on met le truc en route, vous êtes responsable, merci de garder les yeux sur la route, les mains sur le volant tout le temps, etc. Donc pour l'instant, il n'y a que Daimler qui a dit ok, quand le mode est enclenché, c'est nous qui sommes responsables. Mais même là, il y avait une interview avec une personne de leur département communication, et qui était quand même assez ambiguë, qui avait un peu du mal à assumer la chose. Donc c'est vrai que c'est une étape pas facile. C'est le cas de Waymo quand ils mettent des voitures. Ah oui, par contre, avec leur robotaxi, clairement, là, ils assument. Là, il y a eu des accidents sur lesquels ils ont dû payer. Pas que je sache. Donc, ils ont un certain nombre d'accidents, mais la plupart des accidents, parce qu'ils ont publié pas mal d'informations, la plupart des accidents sont dus à une erreur d'une personne tierce, pas de la voiture. Et après, la plupart sont assez bénins. L'exemple le plus type, c'est quelqu'un qui leur rentre dedans par derrière. Ouais. Et donc là, il n'y a que des conséquences matérielles en général. Mais afin que je sache, ils n'ont pas dû dédommager. Enfin, après, on ne sait peut-être pas tout. Ils publient sûrement aussi que ce qui les arrange. Mais en tout cas, il n'y a pas de gros cas connus où ils ont eu un gros contentieux. Ouais. Est-ce qu'ils sont... parce que je parlais de sécurité du véhicule, même pas des passagers, je parlais du véhicule lui-même. S'il n'y a personne dans la voiture,
On peut imaginer qu'il y ait des gens qui s'amusent un peu avec. Est-ce que Google, Waymo encore une fois, est concerné par ça à petite échelle à Palo Alto, dans un monde de gens très civilisés? Alors je sais qu'il y avait des histoires de gens qui jetaient des cailloux sur les voitures, des choses comme ça. Après, je sais pas à quelle échelle, si c'est anecdotique ou si c'est courant. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont s'amuser à tester le système, etc. Après, comme c'est bourré de capteurs, on peut éventuellement identifier. Alors en Europe, on fait un peu plus attention à ce qu'on fait, mais aux États-Unis, on peut clairement identifier. Puis après, à un moment, si les gens dégradent du matériel, c'est comme n'importe quelle propriété, quoi. On peut envoyer la police et on vit dans un pays de droit où on ne dégrade pas le matériel sans conséquence, quoi. Donc je pense qu'il y aura toujours un peu ce problème, mais je pense pas que ce sera un problème de grande envergure. Enfin, je pense pas que ce soit ça qui empêche le déploiement des voitures autonomes. Quelles sont les différences entre travailler chez Tesla et travailler chez Argo? Ouais, je sais pas si je peux les comparer, mais je peux les décrire un petit peu les deux. Donc chez Tesla, ce que j'ai bien apprécié, c'est que il y a vraiment le sense of urgency, comme on dit, que tout le monde est motivé pour que ça aille vite. Il y a la mission qui est quand même réelle d'électrifier les transports, de décarboner les transports, et ça, tout le monde y croit dans l'entreprise. Et c'est vrai que savoir pourquoi on se lève le matin, c'est hyper important, enfin en tout cas pour moi, mais je pense pour quand même pas mal de monde. Et que quand on sait pourquoi on fait quelque chose, on a l'énergie, on peut bouger des montagnes. Et le burn-out ne vient pas si on sait pourquoi on fait quelque chose, ou pas généralisé, mais où on est beaucoup plus résilient si on sait pourquoi on fait quelque chose. Donc ça c'est top. Des gens quand même hyper compétents aussi. Un produit vraiment bluffant. Je me souviens quand je suis arrivé chez Tesla et que je commençais à voir un petit peu tout ce qu'il y avait sous le capot. J'étais vraiment impressionné par la qualité de l'engineering, comme les choses avaient été bien faites, bien pensées. Et ce que j'aime bien aussi chez Elon, c'est toujours son raisonnement en principe premier, first principle, de vraiment simplifier le problème aux fondamentaux, quelles sont les limites physiques, quels sont les ratios les plus simples que je peux calculer dans un problème donné, et à partir de là, dire ok, ça effectivement c'est impossible, et tout le reste, il n'y a pas de raison que ce soit impossible, et on va trouver une solution pour le faire. Donc un exemple type, c'est si on parle de nos capteurs ultrasons, il va y avoir une limite qui est la vitesse du son dans l'air, et ça on est tous d'accord qu'on ne va pas la changer. Par exemple, je peux calculer facilement le temps minimum que ça va me prendre pour avoir un retour, et donc le nombre d'échos que je peux enregistrer par seconde. Ça on va pas discuter, et après tout le reste, il n'y a pas de raison qu'on trouve pas de solution. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'aime bien chez Tesla. Après, les choses qui sont un peu difficiles, c'est que il n'y a pas une culture de bienveillance. Surtout Elon, on va dire. Après les autres employés, il y a quand même une certaine solidarité. Mais en gros, du coup, on a vraiment l'impression d'être un peu traité comme du remplaçable et comme une ressource remplaçable. Donc ça, c'est pas très agréable. Et du coup, le micromanagement de Elon aussi, qui parfois est assez démotivant. Et du coup, un gros turnover dans l'entreprise, qui est un peu dommage, quoi. Du coup, c'est marrant, là, quand avec les histoires de Twitter, là, tout le monde a découvert un petit peu le vrai visage d'Elon. Après, pour les gens de l'interne, c'est pas vraiment une surprise, quoi. On est tous passés par la même chose. Mais bon, pour sûr, on peut pas lui enlever les résultats, quoi, ce qu'il a réussi à atteindre, et je veux dire, et peut-être même ce que tout le monde ne voit pas. Donc Tesla, c'est quand même une bonne réussite, mais surtout, ça a accéléré l'industrie. Quand je voyais chez Volkswagen et Audi, même encore en 2017, quand je suis arrivé chez Audi, tout le monde me disait les voitures électriques, mais c'est des conneries, ça marchera jamais, personne n'en veut, etc. Et c'était en 2017, alors qu'il y avait déjà quelques centaines de milliers de Tesla qui roulaient, et que n'importe qui a été dans une Tesla se disait putain, c'est vrai que la voiture électrique c'est le futur, c'est tellement mieux à conduire, c'est tellement plus agréable. Et donc là, il a vraiment réussi à faire bouger l'industrie. Je pense que s'il n'y avait pas Tesla, l'industrie serait 5 à 10 ans plus tard que là où on est aujourd'hui, quoi. Toi qui as beaucoup bossé en direct avec Elon Musk et qui as aussi vu plein d'autres choses, plein d'alternatives, quelle est ton analyse sur son succès? Qu'est-ce qui explique pour toi qu'il ait aussi bien réussi à faire ça? C'est un commitment, je ne sais jamais comment on dit en français, mais un engagement presque infini, quoi. Une volonté vraiment hyper impressionnante. Et je pense que ça c'est la première chose. Et puis après, quand même une bonne intuition sur un paquet de sujets, parce que donc il y a quand même plein de décisions que lui a prises, et un certain nombre de décisions où c'était des assez bonnes décisions. Et puis après peut-être celles où c'était pas les meilleures décisions, de garder le cap et de pousser jusqu'au bout. Je sais pas, la petite histoire, c'était quand on a lancé le Hardware 2 de Autopilot.
C'était en juin 2016. Tout était prêt pour faire le lancement en octobre 2016. Et donc on avait déjà tous les changements étaient partis chez les fournisseurs, donc on avait passé le point de non-retour. Et là il y a Mobileye qui nous dit non écoutez, je veux plus vous vendre notre puce, faut que vous vous débrouillez. Et donc 3 mois avant le lancement, il fallait redesigner la carte pour enlever Mobileye. Et les équipes hardware disaient dans 3 mois c'est impossible, je vais mettre tous mes gens, je vais les faire travailler jour et nuit, les week-ends, etc. Mais il nous faut au moins 4 mois pour changer la carte, tester, revalider, tout mettre en production. Et donc la réponse d'Elon c'était 4 mois, ok ça nous amène fin octobre, c'est pas grave parce que début du trimestre, de toute façon on fait des voitures pour la Chine et l'Europe qui partent sur un bateau et qui sont livrées que fin du trimestre. Donc ce qu'on va faire c'est pendant 1 mois on va produire des voitures sans aucune carte dedans et puis avant de les livrer chez le client, on enverra les cartes par avion fin du trimestre, on les installera dans nos centres et on livrera au dernier moment les voitures avec la bonne carte. Et donc là, il y avait le VP of Engineering, Doc, qui disait mais non, ça n'a pas de sens, il faut absolument pas faire ça. Le VP of Manufacturing qui disait mais non, on peut pas faire ça, il y a des raisons pour lesquelles on fait les choses en usine et pas sur le terrain, ça n'a pas marché ça. Le VP of Sales qui disait ça va être un désastre auprès des clients, donc il y avait tout l'exécutif qui disait ça, il faut absolument pas faire ça. Ouais. Et il a tenu le cap et il a dit non, c'est ça qu'on va faire. À la fin, je sais pas si c'était la meilleure décision, mais toujours est-il qu'on l'a fait, que ça a marché, qu'on a livré les voitures, voilà. Il n'y a pas eu de problème catastrophique. Pas catastrophique, mais il y a quand même eu, on n'a pas réussi à livrer toutes les voitures à la fin du trimestre. Il y a quand même eu un certain nombre de ratés, de clients qui n'étaient pas contents, etc. Mais la boîte a tenu et du coup, ça a mis une méga pression sur l'équipe pour livrer à temps. Et voilà, donc c'est le genre de volonté assez impressionnante et vraiment à un niveau au-dessus de tous les autres responsables de l'équipe dirigeante, quand même. Ouais. Oui, il faut aller à l'encontre de tout ce que disaient les gens qui te conseillent, c'est quand même pas rien. Ouais. Et peut-être aussi le fait de garder le cap, de ne pas déroger à la règle de 0 retard, continue à clarifier le fait qu'on ne dérogera pas à cette règle sur tous les autres sujets en fait. Ouais, voilà aussi, exactement. Ouais. Et alors Argo, parce que du coup. Alors Argo, en fait, je pense qu'il fallait distinguer AID, justement la filiale de Audi là qu'on a montée de zéro. Où là, pour le coup, on avait une culture vraiment très axée bienveillance, un niveau d'encadrement et de management très léger. Et vraiment de donner le pouvoir et la puissance aux équipes. Et donc la leçon c'est que ça prend plus de temps à mettre en place quand on met juste des gens ensemble au début et dire vous êtes une équipe et vous travaillez ensemble, ça met un peu du temps à ce que la sauce prenne. En plus quand on est une boîte en croissance rapide, c'est quand même assez troublant dans le sens où il y a tout le temps de nouvelles personnes qui arrivent, à qui il faut imprégner la culture, il faut tout expliquer. Donc c'est assez classique en fait des boîtes en forte croissance où c'est quand même assez chaotique. Mais par contre, une fois que la sauce prend, là c'est vraiment hyper valorisant. On a des équipes qui sont super motivées, qui avancent super bien, qui trouvent des solutions au sein des équipes, mais aussi pour travailler avec les autres équipes. Et donc là, notamment sur les derniers 6 mois de AID, on avait une progression hyper forte. C'était vraiment super intéressant. Après, avec Argo, c'était une culture nouveau un petit peu plus Tesla-esque, mais bon, quand même avec plus d'attention pour les employés. Et sur la différence, on va dire USA, Europe. Ouais, c'est une bonne question. Comment caractériser ça Comment je décrirais ça? Parce qu'elle est réelle, elle existe, la différence entre les deux. Aux États-Unis, il y a quand même un petit peu plus... les gens sont prêts à travailler un peu plus dur, plus longtemps. Il y a un peu plus de focalisation sur l'objectif à atteindre. En Europe, on fait peut-être un peu plus passer les relations personnelles d'abord. Mais ceci dit... Ça peut être un bon investissement aussi, par rapport à ce que j'expliquais avant, c'est qu'une fois qu'on a créé ces relations entre les personnes, on peut créer des choses vraiment fortes, on peut créer des équipes vraiment soudées, qui se soutiennent vraiment, où les gens du coup aussi se sentent vraiment bien au travail, ont vraiment envie d'aller au travail et du coup se donnent vraiment à fond aussi. Et parfois c'est pas que non plus le nombre d'heures ou quand même un certain équilibre vie privée, vie professionnelle peut aussi apporter quelque chose au bureau, quoi. C'est vrai que le côté par contre qui m'a toujours surpris aux États-Unis, c'est le peu de vacances qu'ils prennent. Et alors que je le vois pour moi, souvent après 2-3 mois sans vacances, je sens que j'ai plus d'énergie, je pars 1 ou 2 semaines en vacances et je reviens et j'ai une super pêche et je fais en 2 semaines des trucs qui m'auraient pris 2 mois avec l'énergie que j'avais avant les vacances. Donc je pense que c'est important aussi de bien se connaître et se gérer. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est peut-être un peu plus facile de ce côté-là. Et après, l'autre point que j'aimerais rajouter aussi, c'est que point de vue compétences, pour le coup, je pense qu'on a vraiment des bons ingénieurs en France, enfin en Europe.
Et après, les autres métiers, je connais un petit peu moins bien, mais enfin, je veux dire, au niveau compétences, on a vraiment des gens bien en France et en Europe. Et là, on n'a vraiment pas à rougir. Et je dirais peut-être même mieux parfois. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, finalement, les choses sont tirées pas mal par des immigrants ou des étrangers. Dans la Silicon Valley, il y a quand même pas beaucoup de gens qui sont nés dans la Silicon Valley. Ouais. Ils dépendent vachement de l'extérieur, ouais. Ouais, voilà, ouais. Après, il y a une sauce locale qui n'existe pas ailleurs, mais les compétences, par contre, on a vraiment des gens bien formés en France et en Europe aussi, et donc quand ils sont motivés et quand ils croient en ce qu'ils font, ils peuvent bouger des montagnes aussi. Ouais. Le coût du turnover chez Tesla, tu l'as senti dans les avancées techniques? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment a été un frein? Tu penses que ça aurait été mieux sans ce turnover intense? Ouais, clairement, je pense que ça aurait été mieux. Après, c'est toujours difficile à quantifier. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, on se dit toujours c'est un gros dommage. Puis il y a des nouveaux qui arrivent, qui apportent des nouvelles idées. Mais il y a quand même des choses, des erreurs qui ont été refaites plusieurs fois, qui n'auraient pas été refaites si on avait gardé les mêmes personnes. Je pense qu'il y a un juste milieu. En Europe, je pense que parfois on est un peu trop dans l'extrême. Des gens qui font la carrière dans la même boîte ou des choses comme ça, je pense que c'est pas ça non plus. Je pense que c'est bien pour les gens et pour les boîtes de changer. Je sais pas, 3 ans, ça me paraît un peu le minimum. 5 ans, ça paraît bien. 10 ans, je pense que c'est vraiment long, quoi, de rester 10 ans dans... Enfin, après, il y a des boîtes où on peut changer de poste, de département, où c'est des changements dans les grosses boîtes, mais... Ouais, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver dans le turnover. Un peu de turnover, c'est bien pour tout le monde. Trop, c'est du gâchis. On refait plusieurs fois la même chose, on perd ce qu'on a appris, etc. Ouais. Dans la voiture autonome, ça a été quoi tes plus grandes frustrations? Mes plus grandes frustrations dans la voiture autonome, c'est vrai que des fois, il y a des scènes, on regarde la vidéo, on regarde le truc et on se dit mais c'est évident ce qu'il faut faire ici, pourquoi la machine elle n'arrive pas à le faire. Et c'est là où ça rejoint ce que je disais avant, et c'est ok, c'est ça que tu aurais fait, mais essaie de m'expliquer pourquoi tu aurais fait ça ou quel est ton raisonnement. Et là, souvent, c'est pas parce que c'est évident qu'il faut faire ça, ou parce que tout le monde fait ça, ou parce que, je sais pas. Et donc là, quand on est, je sais pas, c'est ça que je fais. Traduire ça pour un ordinateur, c'est pas facile, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des situations comme ça. Et donc, je parlais avant d'être derrière le camion poubelle, et parfois, c'est même derrière d'autres véhicules, quoi, où personne se pose la question que je dépasse ou pas. Enfin, personne, il passe beaucoup de temps, quoi. Mais par contre, pour un ordinateur, on avait toute une équipe pendant plusieurs mois qui bossait sur ce problème particulièrement. Est-ce que cette voiture, il faut la dépasser ou pas, quoi. Et voilà, effectivement, des cas comme ça. Ouais. Et alors, quand est-ce que tu as été le plus content de ce que tu faisais en travaillant là-dessus? Ouais, je pense que c'est ce que je décrivais avant. C'était vraiment les 12 à 6 derniers mois de AID où on avait vraiment des équipes qui fonctionnaient bien. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Les gens travaillaient ensemble et des résultats, et on avançait. Et je faisais un test de conduite toutes les semaines ou une semaine sur 2, et vraiment on voyait le progrès à chaque fois, et donc ça c'était vraiment satisfaisant de voir le progrès et de voir les équipes qui s'impliquaient, qui étaient motivées, qui avançaient, qui travaillaient bien ensemble. Ça c'était vraiment une grande satisfaction. Quel profil tu as envie de recruter, ou à l'époque quand tu travaillais sur la voiture autonome, on va dire, quel profil tu veux recruter? Ouais, moi ce que j'aime bien c'est les ingénieurs en T-shaped, en forme de T, c'est-à-dire qui ont de la profondeur, qui sont au top dans leur domaine, qui sont vraiment parmi les premiers mondiaux dans un sujet donné assez pointu, mais qui en même temps ont une largeur de connaissances, pas forcément avec le même niveau de détail, mais qui connaissent plein de choses. Et c'est important parce qu'en fait aujourd'hui les problèmes ils sont multidisciplinaires, et donc il faut faire travailler les gens ensemble, et plus les gens ont de la largeur, plus ils vont se toucher, ils vont pouvoir se comprendre, parler de choses qu'ils comprennent. C'est-à-dire que la plupart des gens vont comprendre le haut de la barre verticale du T de toutes les autres personnes, de beaucoup d'autres personnes avec qui ils travaillent, et donc ça facilite vraiment le travail en équipe. J'aime bien les ingénieurs aussi, justement, qui maîtrisent bien les fondamentaux. En fait, moi, ce que je dis plusieurs fois, c'est un ingénieur qui connaît bien le programme de terminale de maths et physique, il va super loin. Je pense pas qu'il y ait besoin de connaître bien le niveau Bac plus 5, mais par contre, ce qu'on apprend en terminale, j'attends que tout ingénieur il se souvienne de ce qu'on a appris en terminale, qu'il comprenne bien ce que c'est une intégrale, qu'il comprenne bien les principes premiers de mécanique en physique, etc. Et que du coup, en fait, il y a souvent plein de situations où en ayant ces connaissances, on comprend ce qui se passe, on trouve la bonne solution. Alors maintenant, donc, tu as lancé Future Rail. L'ambition, c'est de faire des trains autonomes. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus. Donc ma démarche, en fait, c'était
Ça fait 4 ans que je calcule l'empreinte carbone de notre famille, qui m'a fait réaliser que il y avait un certain nombre de choses où on émettait pas mal de carbone et on se rendait pas compte de l'impact. Enfin, je me souviens, la première année, on a calculé. On avait pris un vol low cost pour Porto pour un long week-end et voilà, c'était un week-end sympa et tout. Mais quand j'ai vu l'impact de ce week-end sur notre bilan à la fin de l'année, en gros, c'était la moitié de l'impact dû au vol en avion qu'on avait fait. Et les vols en avion, c'était la moitié de l'impact total. Et c'est là où je me disais, tiens, finalement, est-ce qu'on a besoin de partir 4 jours à Porto? Et donc, on a fait pas mal d'efforts. On a pris moins l'avion. L'année dernière, j'ai pas pris l'avion pendant une année. On mangeait moins de viande, prendre moins la voiture, plus le train. Maintenant, on n'a même plus de voiture du tout non plus. On fait tout en autopartage. Et donc, voilà. Donc, on commençait à arriver maintenant. On est à peu près 10 tonnes pour la famille, pour une famille de 5. Donc, on est presque là où il faut qu'on soit en 2050. Mais je me disais, voilà, ça c'est bien, mais avec mon expérience, je peux peut-être faire plus. Si j'en fais mon métier, je peux avoir encore plus d'impact que de passer de 25 à 10 tonnes par an. Donc c'est pour ça que j'ai quitté les voitures autonomes. Et donc depuis juin l'année dernière, au début, j'ai regardé un petit peu où est-ce que je pouvais contribuer. J'ai regardé des choses très variées comme la construction bois, les pompes à chaleur, le stockage d'énergie. Et pour comparer tout ça, en fait, je me suis fixé un objectif hyper ambitieux de dire je vais me lancer ou rejoindre quelque chose qui peut effacer l'empreinte d'au moins 1 million de personnes, donc à savoir au moins 10 millions de tonnes de CO2 par an en gros. Donc j'ai regardé plein de choses, puis j'ai commencé à regarder les trains, et en fait donc tout ce qui bouge sur rail, ça consomme 3 fois moins d'énergie que si ça bouge sur pneus et goudron. Donc je me suis dit, d'une part, c'est plus facile à décarboner parce que c'est plus facile d'électrifier les trains et que même une fois que les voitures et les camions seront électriques, alors parenthèse pour les voitures, c'est clair que ça va arriver, pour les camions, c'est pas encore bien clair quelle est la solution pour décarboner les camions. Mais toujours est-il que même si on décarbone les voitures et les camions, ça consommera quand même toujours 3 fois plus d'énergie et moi je crois pas aux solutions... L'énergie sera infinie, il suffit d'avoir assez d'éoliennes et de panneaux solaires parce qu'on sera quand même toujours limité par les matériaux qu'il faut, par la place au sol, etc. Donc je me disais que les trains, 1, ça va décarboner plus vite et 2, ce sera toujours mieux parce que ça consommera moins d'énergie. Et après, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de programmes de trains autonomes et donc je me suis dit, je pourrais peut-être appliquer mes compétences et mon expérience à cette industrie. Et après, encore plus précisément, j'ai vu qu'en France, il y avait plusieurs projets de trains légers, donc qui consistent en gros à faire des trains à peu près de la taille d'un bus, au début dédiés plus pour ce qu'on appelle les lignes fines du territoire, donc les petites lignes de montagne et de campagne, et qui permet du coup de proposer une solution à un coût raisonnable sur la desserte des territoires ruraux. Et donc ces projets ont une ambition à être autonomes, à faire des trains autonomes aussi, et l'avantage c'est que ça fournit un point de départ, un cas d'usage initial qui est beaucoup plus simple que des gros trains. Donc on parle de trains plus légers, qui freinent mieux, qui roulent pas trop vite, qui sont seuls sur leur ligne, donc ça simplifie beaucoup le problème, et donc j'ai vu ça comme un très bon point de départ. Et après, donc, en parlant aux différents acteurs de l'industrie, je me suis rendu compte qu'il restait de la place, qu'il n'y avait personne aujourd'hui qui fournissait une solution de détection d'obstacles validée, certifiée. Et donc, c'est sur cette niche de départ qu'avec mon associé Félix, on a décidé de lancer Futurail avec l'ambition de monter progressivement. Donc on part de ces premiers trains, mais après sur des trains qui vont plus vite, où ils sont plusieurs sur la même ligne, après qui commencent à passer en interopérable avec d'autres trains, puis des trains plus grands, et un jour couvrir tous les trains jusqu'aux trains de fret, et puis un jour peut-être même les trains à grande vitesse. Et même au-delà de ça, en fait, la vision, je dirais, très long terme, c'est vraiment d'accélérer la digitalisation du rail, où comme dans pas mal d'industries assez anciennes, finalement pour toi et moi, on a été dans la Silicon Valley, digitalisation c'est une évidence, mais en fait il y a plein de boîtes dans lesquelles finalement c'est assez difficile, tu dois le voir aussi, ça met pas mal de temps à venir, parce que les personnes n'ont pas forcément la formation ou comprennent pas forcément exactement tous les impacts, et puis après aussi juste parce que faut faire tourner le business qui existe déjà, et que tout changement c'est pas forcément facile. Et donc dans le rail en particulier, il y a vraiment une grosse opportunité pour digitaliser, que ce soit l'architecture des trains eux-mêmes, mais aussi après tout ce qui est opération, tout ce qui est procédure opérationnelle autour. Et donc ça, c'est notre vision à long terme, au-delà de l'autonomie, accélérer la digitalisation du ferroviaire. Donc si je comprends bien, l'objectif, c'est d'un point de vue business, c'est pas de remplacer les conducteurs des trains actuels, mais plutôt de mettre des trains là où il n'y en a pas, parce que un conducteur coûterait trop cher, parce qu'un conducteur ne faudrait pas. Exactement. En fait, il y a un gros avantage une fois qu'on passe, alors ça s'applique à pratiquement tous les véhicules, mais une fois qu'on passe en autonomie, en gros on déplace un coût variable en coût fixe, et donc une fois qu'on l'a, le véhicule autonome, et donc notamment pour les trains,
on a intérêt à le faire tourner le plus possible. Donc pour ces trains, en fait, aujourd'hui, il y a des lignes de TER où il y a peut-être 3-4 trains par jour. Et donc nous, on arriverait avec une offre où on met 20-30 trains par jour, un minimum toutes les heures, voire toutes les demi-heures en heure de pointe. Et du coup aussi, il n'y a pas besoin forcément de véhicules aussi gros, parce qu'après, il n'y a quand même pas un nombre infini de gens à déplacer. Mais du coup, avoir plein de véhicules plus petits plutôt que quelques véhicules gros, quoi. Donc en gros, il vaut mieux avoir, au lieu d'avoir un TER de 4 voitures toutes les 2 heures, vaut mieux avoir un TER de 1 voiture toutes les demi-heures, quoi. Ouais. C'est un bien meilleur service pour les usagers. Du coup, ça peut attirer plus de monde sur le train, convaincre plus de monde de laisser leur voiture chez eux, voire un jour de plus avoir de voiture. Et c'est ça le gros impact sur les émissions de CO2. D'accord. Parce que d'un point de vue des émissions de CO2, si on fait ça, mettons on prend un TER de 8 voitures ou 2 TER de 4 voitures, on n'est pas tout à fait sur une division par 2 de l'impact. Non, c'est pas cette partie. C'est le fait d'offrir un meilleur service, qui puisse être moins cher, qui puisse être plus fréquent, qui puisse être plus fiable, et du coup de convaincre plus de gens de laisser leur voiture chez eux et de prendre le train. C'est ça le carbon case. Oui, bien sûr. Oui, la fiabilité du mode de transport train permet aux gens d'accepter de laisser la voiture. Voilà, exactement. Ouais. Et la souplesse, quoi, je veux dire, d'avoir un train minimum toutes les demi-heures, voire tous les quarts d'heure sur certaines lignes, qui a un gros avantage. Tu peux nous rappeler les ordres de grandeur, train, voiture, avion, on va dire, sur l'empreinte carbone? Donc l'avion, c'est typiquement de tête, je dirais, enfin ça dépend des vols et plein de choses, mais de l'ordre de 150 à 200 grammes par personne et par passager. Une voiture, c'est similaire, dans les 200 grammes, pour une voiture thermique, dans les 200 grammes par voiture. Donc du coup, avec la voiture, c'est intéressant, en fait, quand on est seul, finalement, l'avion, ça émet moins que la voiture. Et donc tout en fait se joue dans le taux de remplissage. Donc en fait les voitures c'est pas forcément ultra mauvais en soi, c'est les voitures où on est seul dedans qui sont vraiment mauvaises. Et alors le train, donc en France la SNCF annonce 26 grammes pour les TER, donc presque 10 fois mieux que la voiture. Et même là-dedans en fait il y a une assez grosse disparité parce qu'il y a des TER diesel qui pour le coup émettent plus et des TER électriques qui émettent moins. Et pour le TGV par exemple qui est tout électrique et qui sont très bien remplis, là on est à 9 grammes de mémoire, 9 grammes, enfin c'est quelques grammes par kilomètre passager et je crois qu'ils annoncent 80 fois mieux que la voiture, quelque chose comme ça. C'est vraiment une grosse différence, et alors surtout en France où l'électricité est quand même très décarbonée, là le train c'est le jour et la nuit au point de vue émissions carbone, quoi. Qu'est-ce qui manque au train pour s'imposer en Europe? Un certain nombre de choses. Alors le train, il y a un petit peu... Un des avantages du train, c'est que c'est extrêmement sûr. Il y a très peu d'accidents. Enfin, le nombre de gens qui meurent dans un train en Europe, il est proche de zéro. Comparé à, je crois qu'on est à 3000 rien qu'en France sur la route. Donc des choses beaucoup plus élevées. Par contre, du coup, parfois, il est un peu prisonnier de cette sécurité avec des normes extrêmement contraignantes. Donc, qui ralentit les choses, qui ralentit l'innovation. Et après, l'autre problème aussi, c'est que le réseau ferré européen, il s'est construit de façon progressive, état par état. Au début, même avant la SNCF, avant les années 30, c'est même région par région, des entreprises privées. Donc il nous reste un héritage de systèmes assez différents. On a 2 écartements de voies différents en Europe, enfin même 3 si on va jusqu'à la Russie. On a 4 voltages d'alimentation différentes. Et après, il y a toute la signalisation. Là, chaque pays, en gros, a son système de signalisation. Il y a les procédures d'opération aussi qui sont différentes pays par pays. Donc on se retrouve avec des absurdités, notamment pour le fret. Un train qui voudrait aller de la France en Pologne en passant par l'Allemagne, en gros il faut changer de locomotive, il faut changer de conducteur à chaque frontière parce que c'est trop difficile d'avoir une locomotive qui puisse passer sur tous ces standards différents et d'avoir un conducteur qui soit formé dans tous les pays différents. Donc une certaine lourdeur, donc ça c'est les choses à changer. Et l'autonomie, ça pourrait aider pas mal par rapport à ça parce que du coup on peut développer une solution autonome qui dès le début est faite pour marcher dans tous les pays. Et après d'autres parties de la digitalisation qui pourraient clairement améliorer l'efficacité des opérations en milieu ferroviaire. À court terme, c'est quoi les prochaines étapes pour Futurail? Donc là, on a démarré notre levée de fonds. Donc ça, c'est une partie importante, faire notre première levée de fonds. On avance bien avec un certain nombre de clients, donc concrétiser ça. On a quelques employés déjà, mais agrandir l'équipe. Et puis vraiment là, pour l'instant, on travaille avec des jeux de données extérieurs, sauf pour les caméras où là on a nos propres jeux de données. Mais par contre, la prochaine étape, c'est vraiment d'installer notre jeu de capteurs sur un certain nombre de trains pour collecter des données, pour collecter nos propres données, pour entraîner, développer nos algorithmes, les tester et pouvoir montrer plus précisément quelle est la performance de nos algorithmes. Bon courage. Merci Marc. Merci Alex. Bonne journée.
Vous venez d'entendre Alex Hague, expert de la voiture autonome sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Victor Azria, Global Data Director chez JC2Co, pour nous parler de data et d'affichage publicitaire. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.